Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir les 10 règles d'or de Simon Sinek. Alors passons directement dans le vif du sujet à travers le PowerPoint que j'ai préparé pour toi maintenant et nous y voici. Donc quelles sont les 10 règles d'or de Simon Sinek et surtout je vais présenter qui est Simon Sinek dans cette vidéo de façon à ce que tu saches de qui va-t-on parler si tu ne le connais pas spécialement bien ou si tu le connais pas encore. Alors, d'abord, les 10 règles que je vais présenter sont les suivantes. Donc, on va les balayer une à une dans cette vidéo de façon à pouvoir comprendre un peu toute sa psychologie. Mais avant cela, je te présente qui je suis. Je suis Ogier Dolé, je suis salarié, entrepreneur, rentier et actionnaire et j'aide chacun à basculer vers la réussite de sa vie. Et l'objet de cette vidéo aujourd'hui, c'est de te partager quelqu'un qui est vraiment très inspirant dans des différents domaines. Je vais te les présenter juste après. Et aussi moi de l'étudier et de faire ce travail d'étude en même temps de le partager me permet de gagner du temps et de capitaliser beaucoup plus que si seulement j'avais appris, cherché à comprendre qui il était dans mon coin seul, alors qu'en plus il existe très peu d'informations sur lui en français et que je pense que je vais être l'un des premiers à avoir fait ce travail dans YouTube. Alors, qui est Simon Sinek? Simon Sinek, c'est un conférencier britannique et notamment, il travaille sur le management et la motivation. Il est auteur de livres sur le management et la motivation. Son premier livre, Pourquoi les vrais leaders se servent en dernier, dans lequel il va parler notamment de l'observation qu'il a fait des officiers et des Marines américains, où les officiers vont attendre que tout le monde ait mangé avant de passer à table. Donc, les plus gradés vont attendre de manger après les autres, de façon à ce que ça, notamment, implique le respect des personnes pour leur leader. Et donc, il a observé, il a cherché à comprendre tous ces phénomènes-là pour permettre d'en connaître un peu plus davantage sur le phénomène sociologique. Et deuxième grand livre, sont deux livres très faciles à lire. Le deuxième grand livre, c'est Comment les grands leaders nous incitent à passer à l'action. Donc avec une dynamique encore plus orientée sur le passage à l'action à travers les grands leaders. Et puis là, il a sorti un livre récemment que je n'ai pas encore lu et qui ne se trouve pas en français. Ces deux-là se trouvent en français. Je vous ai mis les liens dans la description de cette vidéo si vous voulez aller découvrir les résumés ou éventuellement vous les procurer. Et ensuite, je vous ai trouvé quand même une vidéo avec des sous-titres dans la description où la vidéo que j'ai trouvée n'est pas forcément la meilleure de lui, mais il parle de l'utilisation des smartphones, de l'internet, des réseaux sociaux par rapport à un rythme de vie, sur l'importance et l'influence que ça va avoir sur la motivation, sur les choses de la vie. Donc cette vidéo se trouve également dans la description. Mais attaquons tout de suite à la première règle à succès, la première règle d'or de Simon Sinek, qui est de casser les règles. Il y a beaucoup de règles qui sont établies d'après lui et parfois, lorsqu'on veut débuter, lorsqu'on veut améliorer quelque chose, il faut casser les règles. Par exemple, il observe à travers ses livres que parfois, il y a des règles qui ont été mises, des règles militaires, des règles d'entreprise, et qu'il suffit d'une personne qui les casse pour que les choses s'améliorent et que la motivation de chacun reprogresse et réavance. Et donc, il est important de pouvoir accepter mentalement, psychologiquement, chacun autant qu'on soit, de parfois devoir casser les règles, pas forcément les lois, mais de casser les règles établies, parce que les lois, c'est des choses qui sont établies par une constitution. Les règles, ce sont des choses qui sont établies par un ensemble d'entreprises, que ce soit dit ou non dit. Il y a un règlement intérieur qui est une règle à respecter dans le règlement intérieur, et puis aussi il y a les règles de routine d'usage. Par exemple, est-ce qu'on se fait la bise entre les gens quand on se dit bonjour le matin, ou est-ce que on se serre la main? Est-ce que on ne se serre pas la main et que on se tape trois doigts? Bref, il y a toujours des règles qui sont implicites, qui ont été créées par quelqu'un et que des fois nous ne savons pas vraiment pourquoi elles ont été créées. À savoir, il y a des expériences qui ont été menées en sociologie qui sont très intéressantes, dans lesquelles on va mettre 10 singes dans une pièce et un régime de bananes au-dessus d'une chaise, et forcément les singes, pour attraper ce régime de bananes, devraient monter sur cette chaise. Sauf que cette chaise, elle est électrifiée. Donc, à chaque tentative qu'ils vont monter sur cette chaise, tout le monde, tous les singes vont prendre une décharge électrique en plus du singe qui est monté sur la chaise pour prendre la décharge électrique. Donc, ce qui fait qu'après, ils vont enlever un singe, deux singes, trois singes, et à chaque fois qu'un nouveau singe arrive, ils lui disent de ne pas monter sur la chaise parce que sinon, on va tous être électrocutés. Voilà comment il dit les choses.
Et à force, si bien qu'à force, au bout d'un moment, eh ben, les 10 singes sont nouveaux, n'ont jamais expérimenté eux-mêmes de monter sur la chaise pour choper les bananes. Et au final, eh ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que plus personne ne sait pourquoi, mais les règles sont présentes. C'est une règle implicite. Et c'est pour ça, parfois, il faut casser les règles parce qu'on ne sait pas qui a battu ces règles-là. Et on ne sait pas si finalement elles ne répondaient pas à un besoin ou à quelque chose qui se passait à un moment donné et qui n'est plus viable aujourd'hui. Deuxième règle d'or, l'entraîne ton esprit. C'est un point important pour Simon Sinek, c'est le développement de l'esprit par la lecture, par regarder des films inspirants sur des histoires vraies éventuellement. Et troisième point, c'est entraîner son esprit dans des conversations, des relations qui ne sont pas habituelles. Ça veut dire que lui, il part du principe qu'il faut entraîner son esprit à parler de sujets qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas, et de toujours trouver des personnes que l'on ne connaît pas véritablement bien et qui est dans un domaine de référence qu'on ne connaît pas. Par exemple, si toi, tu es dans le génie climatique ou, je sais pas, tu es maçon et que tu rencontres une personne qui est avocate, eh ben, c'est génial parce que tu vas pouvoir ne rien comprendre avec cette personne pendant quelques instants, mais tu vas apprendre à parler avec lui. Et si tu te mets à parler ton propre langage aussi, la personne ne va rien comprendre. Et ça permet d'entraîner ton esprit à assimiler des nouvelles choses et à progresser comme tu as appris toi-même ton propre métier, ton propre niveau d'expertise. À un moment donné, tu l'as appris sans comprendre rien du tout au début. Et maintenant, tu es expert et certainement quand tu parles autour des autres, ils ne te considèrent comme un expert et se disent waouh, je comprends rien ce qu'il dit. Comme toi, tu ne comprenais rien à un moment donné, eh bien, tu peux aussi redevenir ces personnes qui ne comprenaient rien pour un jour comprendre encore plus sur différentes choses. Troisième point, c'est la patience. La patience, être patient est quelque chose aussi d'important et qui est bien trop souvent négligé. Les personnes vont vouloir des fois aller trop vite dans des situations, tout faire trop vite et bâcler finalement, alors que tout arrive pour une bonne raison et il faut être patient, attendre le bon moment, attendre aussi de se sentir prêt parfois. On ne se sent pas vraiment tous prêts et il faut parfois réfléchir. Je parle souvent de mon mentor Les Brown qui explique quelque chose de très bien. Il est multi-millionnaire et un jour il explique vraiment que la chose la plus dure qui a été pour lui de faire, c'est d'imaginer, de penser qu'il lui était possible de gagner 1 million de dollars. Et pour lui, c'était la chose la plus dure qu'il a faite dans sa vie, c'est de s'imaginer capable de pouvoir obtenir, gagner 1 million de dollars. C'est pas d'avoir agi qui était difficile pour lui. Ce qui était difficile, c'est de s'imaginer une situation possible dans laquelle il existait, dans laquelle il se voyait, dans laquelle il voyait cet autre lui-même qui n'est pas encore présent physiquement être. Et ça, c'était quelque chose de très long. Il a fallu qu'il soit patient pour atteindre cet objectif et réussir à toucher son premier 1 million de dollars. Et une fois qu'il l'a touché, c'était vraiment simple parce que il avait découvert comment il devait être, comment il devait fonctionner avec lui-même pour pouvoir atteindre ses résultats. Quatrième point, c'est prendre ses responsabilités. C'est un point qui est important parce que les responsabilités peuvent être très souvent ou très facilement défaussées. Même dans le couple, dans une famille, on va toujours dire c'est pas moi, c'est l'autre. À l'école primaire, on apprend, ou l'école maternelle, on apprend tout de suite et rapidement à défausser ses responsabilités sur les autres. Et le problème, c'est que ça ne permet pas de structurer et de progresser, d'avancer. Donc, prendre ses responsabilités, c'est même dans une situation où on n'était même pas acteur, même si on était vraiment spectateur, bah, dire voilà, moi, j'ai pris mes responsabilités, je n'ai pas fait cette action, l'action, la seule action que je pouvais faire, je ne l'ai pas faite. Et ça, le simple fait de le dire, ça permet de mettre son cerveau en mode résolution de problème et de se diriger bah voilà, vers une progression. Et cette progression-là va te permettre de te développer. Et c'est grâce à cette responsabilité que tu vas te développer et tu vas permettre de faire avancer le monde encore plus. Cinquième point, surpasse-toi. C'est se surpasser, c'est parfois quelque chose qu'on ne veut pas. On aime tous être dans sa zone de confort. On aime tous que le petit quotidien soit génial. Par contre, on ressent tous que c'est plus motivant au bout d'un moment. Et c'est pour ça qu'il faut constamment, même quand c'est motivant dans sa vie, se surpasser, se lancer de nouveaux défis, se dire, voilà, aujourd'hui j'ai réussi ça comme ça, comment je peux réussir encore mieux, même si c'est déjà parfait, comment je peux réussir encore mieux, qu'est-ce que je peux créer de nouveau qui n'existe pas, qu'est-ce que je peux faire pour comme règle que je peux casser pour pouvoir motiver, surpasser les choses. Et c'est comme ça qu'on va réussir à se sentir vivant et à progresser. Et c'est encore une fois une règle qui est intrinsèque et qui va avec les autres règles qu'on a vues avant et qu'on va voir après.
6e point, tenir la barre. C'est très difficile parce que quand on se met à se surpasser, on va être dans une zone d'inconfort. C'est la zone de développement, que c'est celle dont on parle régulièrement. Donc il y a 3 zones pour résumer: la zone de confort, la zone de développement et la zone d'urgence. La zone d'urgence, c'est quand toutes les choses que vous avez à faire deviennent vraiment trop violentes pour vous et vous devenez paralysé. Ça arrive. Et c'est pour ça qu'il faut toujours rester en zone de développement constamment pour pouvoir élargir sa zone de confort. C'est un premier point. Et surtout repousser sa zone d'urgence au plus loin possible. Plus on va être dans la zone de développement, plus on va être capable de pouvoir l'assimiler, la vivre correctement, être moins stressé. Donc ça demande de vouloir continuer à être dedans, continuer à se fixer des objectifs, mais il faut tenir la barre. Il faut continuer malgré la tempête dans l'océan dans lequel vous êtes. Il n'y a pas les vagues qui vont être. Il faut aller dans un océan qui est pas trop plat. Il faut pas être dans une Méditerranée. Il faut aller dans l'océan Atlantique, mais on va choisir des coins où les vagues ne font pas 35 mètres de haut. Si pour vous 10 mètres de haut c'est trop haut. Non, il faut que vous allez dans un océan où les vagues vont être allées entre 5 et 10 mètres si vous venez de la Méditerranée où ce serait très plat, de façon à ce que vous arriviez déjà à tenir la barre et qu'après vous avanciez vers ce qui vous fait peur jusqu'à aller jusqu'à 35 mètres de vague et là, voilà, vous tenir la barre toujours correctement. 7, être le dernier à parler, c'est une règle de Simon Sinek. Alors évidemment à manier avec les circonstances, avec les situations, mais être le dernier à parler, ça veut dire quoi? Ça veut dire de toujours écouter les autres. Écouter les autres, comprendre leur point de vue, comprendre comment ils voient les choses. Et parfois, même souvent, quand vous allez écouter les autres, vous allez vous apercevoir de quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'ils disent la même chose que ce que vous auriez dit au début de la conversation, sauf qu'ils ne le disent pas forcément, et c'est naturel, avec les mêmes mots que vous auriez employés. Et parfois, on s'arrête quand on est dans une conversation, quand on échange, quand on a parlé le premier, quand on a parlé en même temps que les autres, eh bien, on s'est arrêté sur un seul mot, mais un mot qui n'était peut-être pas bien choisi par votre interlocuteur ou pas bien choisi par vous. Et du coup, vous ne conversez plus sur le thème de la conversation, mais sur le mot qui a été prononcé. Et c'est dommage parce que vous êtes en contradiction avec un seul mot alors que tout le reste est juste. Donc être le dernier à parler, c'est avoir compris que tous les autres ont dit des choses qui sont exactement comme ce que vous voulez dire. Et du coup, vous n'avez plus qu'à dire éventuellement les choses de la même manière que les gens ont prononcé avant vous, juste en modifiant peut-être l'angle ou le degré de conversation que vous vouliez donner. Être authentique, 8e règle d'or de Simon Sinek. C'est l'un des points qu'il a découvert le plus à travers ses études sur le management, sur la motivation, et dont il parle dans ses conférences auxquelles je n'ai encore pas participé, mais que j'ai regardé des vidéos sur YouTube. Il parle de l'authenticité, c'est un critère de choix pour toute personne, parce qu'il considère des leaders, y compris dans la vie personnelle, femme ou personne. Il dit, voilà, un couple, il y a 2 leaders, 2 personnes qui sont une aventure et dans laquelle il faut manager leur vie et aussi manager éventuellement leurs enfants qui vont arriver. Et ça, être authentique, il le voit. C'est comme ça que les gens sont vraiment motivés, sont heureux, mais il faut l'être, il faut s'écouter, il ne faut pas avoir peur et se craindre par rapport à qui on est. Il faut développer et se frustrer, de se dire je ne suis pas comme je voudrais être, le nouveau moi que je voudrais être, il est de l'autre côté de la rue ou il est pas encore en moi, mais je vois comment je dois faire pour y arriver. Et je dois travailler là-dessus, je dois lire des choses, je dois voir des films, je dois observer des gens qui ont ce niveau d'authenticité ou ce critère-là que je n'ai pas aujourd'hui, qui me déplaît et que je dois m'inspirer, imiter les gens qui le font. Et comme on dit en anglais, fake it until you make it. Ça veut dire parez-le avant de le devenir.